Alors, qu'est-ce que la psychologie tropique? Je vais vous en parler un peu pour vous donner une idée. Créée en 2002 par Éric Fauché, psychologue clinicien et chercheur en psychologie, cette nouvelle discipline en psychologie a ses propres fondements. Elle se base sur un principe clé du vivant qui est ce que l'on appelle la motilité, c'est-à-dire la capacité à produire son propre mouvement. La grande majorité des objets n'ont pas de mouvement propre, il faut appliquer une force extérieure pour les mettre en mouvement. Cette problématique est à la base de nombreuses recherches en sciences visant à essayer de créer un mouvement perpétuel, c'est-à-dire un principe de recyclage des énergies permettant à l'objet d'avoir toujours ses propres ressources pour se mettre en mouvement. L'objet pourrait ainsi donner l'illusion d'avoir son propre mouvement créé par génération spontanée, continue et d'être autonome. Ça fait plusieurs siècles que des moyens considérables sont employés pour essayer de créer cette manne divine, le mouvement perpétuel, c'est-à-dire c'est un mythe fondateur des sciences. Ainsi, l'homme serait un créateur accompli, créateur d'êtres en devenir, autonome, des objets deviennent des sujets grâce à ce mouvement perpétuel. Et bien pour ce qui est de l'homme, même si de nombreuses philosophies stipulent que son mouvement viendrait d'une force créatrice extérieure et ne reconnaissent pas à l'homme un mouvement propre, ces disciplines reconnaissent au moins à l'homme le pouvoir d'accompagner la création, d'être co-créateur et donc capable de motilité, d'être plus qu'un simple objet du monde. Vous pouvez voir à ce titre le film Strings du réalisateur Anders Ronno Clarklund, qui en est une belle démonstration par l'animation de marionnettes. On parle de motilité en biologie pour désigner le mouvement autonome des spermatozoïdes et leur héroïque ascension. Parlons-en en psychologie avec la psychologie tropique, riche discipline et nouveau champ d'investigation qui pose son regard sur les mouvements même de génération du psychisme et l'organisation des dimensions psychiques, de manière à révéler la source des blocages tropiques qui sont responsables de la grande majorité des souffrances. Le tropisme est un mouvement de croissance très spécifique qui met le psychisme en mouvement perpétuel sans aucune interruption durant toute la vie d'un individu. Quand ce mouvement est contrarié, des distorsions apparaissent qui obligent le sujet à des régulations complexes, surtout des régulations compliquées. Il est effectivement très difficile de s'autoréguler sur ces niveaux. La raison principale est que le mouvement ne s'arrête pas. Il s'agit donc d'un casse-tête bien connu qui est d'arriver à réparer une machine sans l'arrêter alors qu'elle continue à fonctionner. Ceci demande une grande intelligence. D'ailleurs, la psychologie tropique est née d'une réflexion sur les surdoués, à qui on a fait appel de nombreuses fois au cours de l'histoire, pour résoudre précisément ce dilemme de la machine que l'on ne peut arrêter pour des raisons économiques, mais qu'il faut réparer. Eh bien, il existe aussi une économie psychique à réparer chez l'humain, et là aussi il n'est pas possible de tricher et d'arrêter la machine pour la réparer. Cette économie psychique a été évoquée sommairement par la psychanalyse, mais qui nie globalement les questions tropiques, puisqu'elles sont ramenées systématiquement sur un plan topique, c'est-à-dire spatial. Le mouvement fondamental est ramené à du spatial, comme si on pouvait réparer une machine seulement en s'intéressant au plan. Certains médecins travaillent aussi comme ça, en visualisant des planches d'anatomie et oublient la kinésiologie, discipline principale des kinésithérapeutes. D'autres ne vous auscultent même plus, mais restent derrière un écran d'ordinateur sans même vous regarder. Ces dérives sociales sont symptomatiques des difficultés tropiques de notre société qui perd le sens de ces mouvements conjoints. Les réseaux sociaux sont une tentative de faire évoluer cette situation d'anthropisme. La psychanalyse, très influente en psychologie depuis plus d'un siècle, parle de pulsion chez l'homme. Mais les modèles qu'elle met en avant ne tiennent compte que d'une petite partie du tropisme et trichent en transformant vite le mouvement en un jeu entre des espaces plus ou moins liés entre eux, comme l'inconscient et le conscient, le moi et le surmoi. Le biologique et le psychique se lieraient ainsi grâce au concept de la pulsion.
qui est à cheval un peu sur le biologique et le psychisme. Et une fois lié, le psychisme fonctionnerait alors comme un corps avec des organes liés entre eux. Ces conceptions sont fragiles et ne résistent pas à la réalité de ce que vivent les individus, en particulier ceux qui ressentent une grande souffrance et agitation interne. Dans les hôpitaux psychiatriques, une grande majorité d'individus souffrent d'un tropisme perturbé, ce qui n'est pas pris en compte. D'autant que les médicaments psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur le tropisme psychique, sont prescrits de manière statique, sans réelle compréhension des mécanismes complexes du tropisme, en particulier des contraintes culturelles. La psychologie tropique s'attache à décrire les mouvements propres à chaque individu, les phénomènes d'exil psychique et de reformulation de la réalité, les mouvements régénératifs et les singularisations en cours. Au contraire, en psychiatrie, les schizophrénies sont traitées de manière statique comme des états, des structures ou des organisations, des pôles et des positions. Ce sont des termes qui renvoient à une vision spatiale plus ou moins dynamique. D'ailleurs, certains psychologues commencent à envisager de plus en plus de souplesse dans leur diagnostic et les termes employés, mais aucun ne s'avance à remettre en cause les fondements d'une vision trop statique qui manque de souffle et probablement d'intelligence du vivant. La psychanalyse n'est qu'un ensemble d'éléments plus ou moins unifiés, un exemple d'une culture qui s'est installée dans les esprits. Il y en a bien d'autres dont on pourrait décrire finement le fonctionnement, comme peut le faire l'ethnopsychiatrie, dont les outils d'analyse sont particulièrement affûtés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des systèmes de soins sont devenus compliqués à force de les rectifier pour en réguler les principes. Ces disciplines, ne prenant pas directement en considération le tropisme, se retrouvent elles-mêmes en distorsion, n'arrivant plus à évoluer que par à-coups, avec de temps en temps des changements de paradigme significatifs de blocage tropique inhérents à la discipline. Les sciences dites dures, comme la physique, l'informatique, les mathématiques, se tournent aujourd'hui vers les systèmes complexes. Elles abandonnent le compliqué, artificiel, pour s'intéresser à la complexité naturelle du vivant. La psychologie en fait de même avec la psychologie tropique. C'est aussi une ouverture transdisciplinaire qui réunit des connaissances éclatées en une vision plus cohérente, moins tyrannique et susceptible d'évoluer autant que l'homme. Les séances de psychothérapie sont moins figées, plus détendues, car derrière une pratique souple et des dispositifs très variés se cache une vision solide d'un ensemble de possibles dans lequel le patient va évoluer. Ceci permet aussi de s'occuper de populations marginalisées par les disciplines conventionnelles qui portent différents noms comme les hauts potentiels, les déréalisés, les paumés, les schizos, les 10, les stalkers, les no-life, les junkies, etc. La liste est longue de toutes les minorités à qui l'on attribue des caractéristiques chargées d'un affect bien spécifique, étranger à notre entendement. Pour finir, nous devons parler d'un point important de la psychologie tropique, elle se vit. Cela veut dire que la clé de cette pratique est l'étude des situations d'immersion. La pensée analogique est étudiée autant que la pensée symbolique, et ceci signifie que si l'on veut comprendre la machine sans l'arrêter, il faut vivre avec, à travers des systèmes analogiques. Je ne détaille pas cette solution complexe, mais il est clair que la pensée symbolique suppose de faire des arrêts sur image, alors que l'instantané des systèmes analogiques permet au sujet de continuer à vivre pendant qu'on le soigne en temps réel. Et pour cela, il faut être capable de s'immerger avec et de créer des systèmes analogiques. C'est donc un système basé sur l'immersion et non sur la projection, comme les systèmes conventionnels. Ceci est vraiment très nouveau en psychologie et en dehors de l'ethnopsychiatrie qui a bien avancé l'exploration des systèmes analogiques, il y a presque tout un pan de la conscience à valoriser. Nous ne sommes pas habitués et avons du mal à comprendre le principe, et pourtant c'est beaucoup plus simple pour les patients qui sont soignés ainsi. Certains disent qu'ils ont l'impression de devenir très intelligents et de comprendre des choses qu'ils auraient du mal à expliquer, mais cette compréhension les soulage. Comme si on leur enlevait le poids de devoir tout expliquer et tout symboliser. Ce qu'ils finiraient par faire inutilement en créant d'autres distorsions et une dépendance envers le thérapeute qui les maintient en haleine.
Il faut y aller doucement quand on veut comprendre la psychologie tropique côté psy. Il vaut mieux être un usager qui profite de ce mouvement régénérateur et laisse son esprit épouser les mouvements qui lui sont propres. La psychologie tropique rayonne aussi quand on s'intéresse au nouveau-né. Qui a déjà assisté à une naissance, sait à quel point les bébés ont tout un psychisme à l'œuvre déjà présent qui nous émerveille en un instant dès la sortie du ventre maternel. Et pourtant, il leur reste bien des choses à construire, toute une vie. Mais le mouvement est là, avec toute son originalité, et nous ne pouvons à ce stade que l'accompagner ou le contrarier, mais jamais le conformer à notre image. Les débats sur l'inné et l'acquis sont dépassés quand il s'agit de tropisme. Ce qui compte, c'est la manière dont on accueille et guide une émergence. Les questions de développement sont centrales, elles se posent à la naissance, mais de la même manière à n'importe quel âge. Que fait-on pour aider tel individu à se développer, qu'il ait un jour, un an ou un siècle? L'âge adulte n'arrête pas le tropisme. Des pathologies graves s'installent à l'âge adulte dans nos cultures, souvent parce que la société n'envisage pas nécessairement que l'évolution du psychisme puisse encore se faire et être accompagnée. La clavicule s'ossifie à 22 ans. La clavicule s'ossifie et le psychisme se finalise par la même occasion. À 21 ans, c'est terminé, on est enfin adulte. C'est ce qu'imaginent beaucoup de gens. Alors que l'âge adulte signifie beaucoup pour la société, mais peu pour le psychisme et la psychologie tropique, si ce n'est pour beaucoup un ticket pour l'hôpital psychiatrique. Même pour ceux qui ont eu de très bons résultats pendant toute leur scolarité. En conclusion, il nous faut donc considérer avec un peu plus d'attention la diversité des situations et avec égale attention tous les êtres, car tout se démène avec ce mouvement interne qui fait d'eux des sujets. Voilà de quoi établir une authentique clinique à l'écoute du spécifique, au chevet de chaque situation pour ce qu'elle a de singulièrement différente de toutes les autres. Merci.